Profitez de l'histoire suivante. Avant de commencer, je dois préciser que je pense que cette histoire est fausse, mais néanmoins, je la trouve assez intéressante, alors regardez-la. J'ai été paralysé dans un accident et ma femme a trompé mon voisin qui était maléfique. Mais une chirurgie miraculeuse m'a redonné la vie perdue. Je m'appelle Ethan John. Au cours de l'année écoulée, ma vie a été un véritable roller coaster, entre des moments de détresse inimaginables et des rebondissements inattendus. Tout a commencé par un accident dévastateur qui m'a laissé paralysé, incapable de bouger ou de parler. Mais ce n'était que le début de mon cauchemar. S'en sont suivis une série de trahisons, d'abus et de chagrins qui ont failli me détruire. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'ai trouvé la force de survivre et même de m'épanouir. Voici mon histoire. J'ai eu un accident. Je roulais à moto par un bel après-midi quand un camionneur, apparemment ne me voyant pas, a surgi sur la route. La collision a été brutale. Je ne me souviens pas vraiment de l'impact, juste d'un éclair de métal puis l'obscurité. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Je pouvais à peine cligner des yeux. Les médecins m'ont dit que j'avais de la chance d'être en vie. La chance ? Ce mot semblait être une cruelle plaisanterie à ce moment-là. J'étais paralysé du cou jusqu'en bas, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que respirer et cligner des yeux. Je ne pouvais même pas avaler sans difficulté. Aller aux toilettes ? Ne me lancez même pas sur cette humiliation. La seule consolation, si on peut appeler ça ainsi, était le règlement de plusieurs millions de dollars que j'ai reçu de la compagnie de camionnage. Toutes mes dépenses médicales étaient couvertes, et je recevrais une allocation mensuelle qui soutiendrait ma femme Laura et moi pour le reste de nos vies. Entre cela, mes paiements d'invalidité et le salaire de Laura en tant que parajuriste, nous étions financièrement à l'abri. Mais l'argent ne pouvait réparer ce qui était brisé en moi. J'ai passé 6 mois à l'hôpital avant de pouvoir enfin rentrer chez moi. Je pensais que les choses s'amélioreraient une fois dans un environnement familier, mais j'avais tort. C'est à ce moment-là que ma vie a pris un tournant encore plus sombre. « Comment ça va ?» demanda le thérapeute, lui. En me regardant. J'ai tellement honte. Je ne pense même pas pouvoir répéter ce qui s'est passé pendant ces 6 mois, dis-je, une larme coulant sur ma joue. C'est correct, répondit-elle. Tout ce que vous dites ici sera confidentiel. Rappelez-vous, je suis là pour vous aider à guérir. J'ai hoché la tête et pris une gorgée d'eau avant de continuer. Commençons par votre mariage. Parlez-moi un peu de cela. Je lui ai parlé de mon mariage avec Laura, de comment nous nous sommes rencontrés à l'université, puis mariés après nos diplômes. Au moment de mon accident, j'avais seulement 25 ans, et nous étions mariés depuis 3 ans. Je travaillais en tant qu'ingénieur mécanique, et elle travaillait comme assistante juridique pour un grand cabinet d'avocats en ville. Nous pouvions nous permettre un assez grand appartement de 3 chambres à coucher. Au début, nous avions prévu de transformer une chambre en nurserie. La deuxième chambre servait de bureau à nous deux, mais après mon accident, la nurserie a été transformée en ma chambre car elle était assez grande pour accueillir tout mon équipement médical. Laura a tout fait pour s'occuper de moi le premier mois ou alors, mais il était clair qu'elle n'était pas à la hauteur, surtout pour les affaires de salle de bain, donc elle chercha de l'aide. Nos voisins, Greg et Kelly Wallace, ont dit qu'ils feraient ce qu'ils pouvaient pour aider. À l'époque, je les considérais comme des amis, et comme il était avocat dans le cabinet de Laura, il l'amenait souvent travailler. Kelly était infirmière dans un hôpital local, donc elle passait de temps en temps vérifier que j'allais bien. Elle nous a même aidé à trouver une infirmière à domicile pour s'occuper de moi pendant la journée. Après 1 mois, il était évident que Laura n'était pas à la hauteur de la tâche, même avec toute l'aide, et c'est à ce moment-là que Greg est intervenu. Le conseiller demanda « Oui ». Tout a commencé de manière assez innocente, mais je pouvais voir qu'il avait le béguin pour ma femme. Elle éclatait souvent en larmes, et bien sûr, il était toujours là pour la consoler. Je pouvais les entendre dans le salon en train de s'embrasser sur notre canapé. Ensuite, il l'emmenait dans ce qui était notre ancienne chambre principale et avait des rapports sexuels avec elle. Mais la situation ne s'est pas arrêtée là, n'est-ce pas ? Demanda le conseiller. J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Ensuite, il venait dans ma chambre pour me narguer, me disant ce qu'il ressentait après avoir baisé ma femme. J'ai vu l'expression sur le visage du conseiller. Désolé, ai-je dit. Où était sa femme pendant tout cela ? Demanda le conseiller. Était-elle au travail ? Oui, elle travaillait souvent à des horaires étranges,
et il n'était pas rare qu'elle soit absente toute la nuit en travaillant le quart de nuit. Je vois, dit le conseiller. Continuez. J'ai pris une grande respiration avant de continuer. Après environ un mois de cela, il est venu dans ma chambre pendant que Laura prenait sa douche. J'étais tellement honteux que je n'ai même pas pu terminer ma déclaration. Vous a-t-il maltraité? Demanda le conseiller. J'ai hoché la tête en essuyant mes larmes. Oui, ai-je dit doucement. À quelle fréquence cela se produisait-il? Demanda le conseiller. Je ne sais pas, peut-être quelques fois par semaine pendant environ 4 mois. Il m'a même dit qu'il allait amener certains de ses amis pour s'amuser avec moi. Votre femme savait-elle ce qui se passait? Demanda le conseiller. J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Elle n'était jamais là quand cela arrivait. Elle passait toujours plus tard et disait à quel point c'était bien d'avoir des amis comme Greg pour veiller sur moi. Je n'oublierai jamais le jour où il a apporté ce foutu moniteur et l'a installé sur ma commode. Il l'avait branché sur une caméra et m'avait fait regarder alors qu'il baisait ma femme. Laura trouvait merveilleux qu'il l'ait apporté. Quand les abus ont-ils cessé? Demanda le conseiller. Le jour où le docteur Victor est venu me voir. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Laura a amené le docteur Victor et mon avocat dans ma chambre quelques heures seulement après que Greg m'ait agressé. Le docteur Victor était un homme plus âgé, plutôt petit, chauve avec un accent allemand. Je me suis souvenu de cette visite. « Ethan, il y a un docteur Victor ici pour te voir », a dit Laura en l'escortant dans ma chambre. Le docteur Victor est venu se présenter à moi. Il a également présenté un assistant portant une tablette. Mon avocat, Jacob Harrison, était également là. « Ethan, je suis le docteur Franklin VI. Docteur, et je suis là pour discuter d'un possible traitement pour votre condition. » Il s'est tourné vers Laura avant de continuer. « Je vais m'occuper de ça à partir d'ici, Missy, lui a-t-il dit. Attendez s'il vous plaît dans l'autre pièce. » Elle a quitté la pièce, mais j'ai remarqué une expression de préoccupation sur son visage. Il s'est à nouveau tourné vers moi, a tiré une chaise et s'est assis en me regardant droit dans les yeux avant de parler. « Maintenant, Ethan, laissez-moi vous expliquer. Je dirige une installation de recherche haut de gamme sur le lac Arrowhead. Nous avons mené des recherches révolutionnaires sur la reconstruction osseuse en 3D et les implants pour guérir les lésions nerveuses. Je pense que votre cas est fait pour nous. J'ai examiné votre dossier et je connais l'étendue des dommages que vous avez subis, a-t-il ajouté. Je crois que nous pouvons vous aider à retrouver une grande partie, voire la totalité, de vos capacités physiques. Est-ce quelque chose qui pourrait vous intéresser? S'il vous plaît, clignez des yeux une fois pour oui et 2 fois pour non. Que pouvais-je dire de plus à quelque chose comme ça? Bien sûr, j'ai cligné des yeux une fois. Bien, a-t-il dit avec un sourire. Maintenant, vous devez comprendre que tout cela est expérimental, mais nous avons reçu l'approbation pour des tests sur l'homme, et grâce aux subventions externes que nous avons reçues, cela ne vous coûtera absolument rien. C'était une bonne nouvelle, mais j'étais un peu inquiet au sujet de cette expérimentation. Je sais que vous êtes probablement inquiet à propos de cette expérimentation, comme si je lisais dans vos pensées. Greg, ne laissez pas cela vous inquiéter. Si l'opération n'est pas réussie, vous ne serez pas dans une situation pire que celle dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Mais je crois que vous êtes un bon candidat, et j'ai confiance que tout se passera très bien. En fait, si nous sommes aussi réussis que je le crois, vous serez même plus fort qu'avant l'accident. Cela m'a donné un peu d'espoir, alors j'ai écouté pendant qu'il expliquait la procédure. Fondamentalement, il a expliqué que toutes les vertèbres endommagées seraient remplacées par des vertèbres faites d'un matériau composite qui serait encore plus solide que l'original. En plus de cela, les nouvelles vertèbres seraient construites avec une imprimante 3D utilisant des données obtenues par mon propre corps. En théorie, les nouveaux os seraient des duplicatas exacts des anciens, juste plus solides. De plus, il insérerait de minuscules implants électroniques qui aideraient à guérir les nerfs endommagés. L'opération elle-même durerait 3 à 4 heures, et le temps de récupération pourrait durer plusieurs jours, selon ma vitesse de guérison. Le docteur Victor m'a également expliqué qu'il avait déjà examiné les données de mon hospitalisation et avait commencé le processus de construction des nouveaux os. J'espère que cela ne vous dérange pas, a-t-il dit. Initialement, nous voulions voir si nous pouvions réellement reconstruire l'os endommagé sur la base des données extraites de vos dossiers. Une fois que nous avons constaté que c'était possible, nous avons décidé de passer à la procédure réelle. Une fois que j'aurai retrouvé assez de force, je suivrai une thérapie physique qui,
a-t-il dit, pourrait durer quelques semaines. Alors, est-ce quelque chose que vous aimeriez essayer? A-t-il demandé. Cligner une fois pour oui ou 2 fois pour non. Bien sûr, j'ai cligné des yeux une fois. Il a souri et s'est frotté les mains. Très bien, s'est-il exclamé. Il a fait signe à son assistant de nous rejoindre. Laissez Monsieur John lire l'accord, s'il vous plaît. L'assistant est venu et a tenu la tablette pendant que je parcourais l'accord. Quand j'ai eu fini, le docteur Victor m'a demandé si j'étais d'accord, m'ordonnant à nouveau de cligner des yeux une fois pour dire oui. J'ai cligné des yeux une fois. Très bien, a-t-il dit à son assistant de me faire signer électroniquement avec mon empreinte digitale. Une fois que c'était fait, Jacob a contresigné, certifiant qu'il avait été témoin de mon accord pour la procédure. Êtes-vous prêt à commencer? A-t-il demandé. Bien sûr, j'ai cligné des yeux une fois. Il a souri. Alors commençons. Ne vous inquiétez pas, nous avons tout ce dont vous aurez besoin à l'établissement. Il a fait signe à son assistant de me faire rouler hors de l'appartement vers une grande camionnette qui attendait sur le parking. Laura nous a arrêtés en chemin. Où allez-vous? A-t-elle demandé. Le docteur Victor l'a regardé avant de répondre. Votre mari a accepté une procédure qui pourrait le remettre sur pied. Où l'emmenez-vous? A-t-elle demandé. Combien de temps sera-t-il parti? Combien va coûter tout cela? Nous l'amenons dans mon établissement. Au bord du lac Arrowhead, le médecin a dit. Il pourrait être parti pendant plusieurs semaines, en fonction de la façon dont il réagit à la procédure et à la thérapie. Son médecin et son avocat sont pleinement informés de la situation, et eux ainsi que votre mari ont donné leur accord. Le coût n'est pas un problème. Maintenant, si cela ne vous dérange pas, nous aimerions y aller. Attendez, je n'ai vu aucun accord, et je ne sais même pas ce qui va se passer. Il n'a pas besoin de votre approbation, Madame John, a dit Jacob. Il est handicapé, pas incompétent. Tout lui a été expliqué, et il a donné son accord. Vous voulez que votre mari aille mieux, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, répondit-elle. Je pouvais détecter un peu de culpabilité dans sa voix. Puis-je au moins venir le voir? Peut-être après la procédure, lorsqu'il sera en état de recevoir des visiteurs, vous pourrez venir, a dit le docteur Victor. Sinon, il est probablement préférable que vous restiez ici pour l'instant. Nous resterons en contact. Peut-être est-ce le moment de dire au revoir et de souhaiter du bien à votre mari. Laura est venue devant moi et m'a embrassé sur les lèvres. Remets-toi vite, mon chéri. Fais-moi savoir quand je pourrai venir te voir, d'accord? Bien sûr, je ne pouvais rien dire, mais j'étais bouillonnant à l'intérieur. Le docteur Victor et son assistant m'ont conduit jusqu'au van. Une fois à l'intérieur, l'assistant s'est installé au volant. Nous sommes partis. Je pouvais voir Laura debout sur le parking, nous regardant partir. Je ne savais pas ce qu'elle pensait, mais j'avais l'impression d'avoir été sauvé d'une situation d'otage. Quelques heures plus tard, nous sommes arrivés à l'établissement, et j'ai été conduit dans une très belle chambre où plusieurs infirmières ont commencé à me préparer pour la procédure. J'espère que cela ne vous dérange pas, Ethan, mais j'ai pensé qu'il était préférable de commencer tout de suite, a dit le docteur Victor. Il s'est tourné vers les infirmières. Une fois qu'il sera prêt, veuillez l'amener en salle d'opération. Oui, docteur Victor, a dit l'une des infirmières. D'accord, Ethan, je vous laisse entre les mains compétentes de vos infirmières, et je vous retrouverai en salle d'opération, m'a-t-il dit avant de partir. Bientôt, il m'avait déshabillé, lavé, et... dans une robe, tu sais, le type qui te laisse exposer dans le dos. Ils m'ont placé sur un brancard et m'ont conduit à la salle d'opération, où 3 infirmiers très grands m'ont soulevé délicatement et placé face contre la table. L'anesthésiste a fait son travail, et la dernière chose que j'ai entendue avant de m'évanouir, c'était le docteur Victor qui disait « Oh là là ». Je n'avais aucune idée à quoi il faisait référence. Je me suis réveillé toujours face contre le sol, mais cette fois-ci j'étais dans une sorte de dispositif qui me gardait immobile. J'avais un tube dans la gorge et une perfusion dans le bras. Un brassard de pression artérielle était sur mon bras droit. Soudain, le dispositif a tourné, et je me suis retrouvé à regarder le visage du docteur Victor. « Tu es réveillé ?» a-t-il dit. « Bien. Vous serez heureux d'apprendre que l'opération s'est très bien passée. Nous allons devoir vous maintenir immobile pendant quelques jours pour être sûr que tout guérit correctement. Nous avons dû remplacer pas mal de choses, après tout.
Vous pouvez ressentir des picotements ou des démangeaisons dans le dos. C'est normal. Cela signifie que les implants font leur travail. Les infirmières vont vous surveiller de très près, tout comme moi. Le dispositif dans lequel vous êtes va automatiquement faire pivoter votre corps de temps en temps, donc ne vous inquiétez pas, essayez simplement de vous détendre pour le moment, d'accord? Nous reparlerons dans quelques jours. Avec cela, il a vérifié mes constantes vitales, donné quelques instructions aux infirmières, et est parti. Qu'est-ce qu'il a dit? Se détendre? Que pouvais-je faire d'autre, je me demandais. Il avait raison sur un point. Je ressentais une sensation de picotement au milieu de mon dos, et cela m'énervait au plus haut point. Je ressentais aussi des démangeaisons, et je voulais me gratter, mais je ne pouvais pas. Aussi agaçant que cela puisse être, c'était agréable de enfin ressentir quelque chose pour la première fois depuis plus d'1 an. Cette nuit-là, 2 infirmières sont venues me laver. Je pouvais ressentir leur mouvement lorsqu'elles lavaient mes jambes, mes fesses et mon dos. J'étais plus que surpris, j'étais choqué. Je pouvais réellement sentir ce qu'elles faisaient. Elles ont retourné le lit et ont commencé à me laver de l'avant. C'est là que j'ai pu bien les voir. Elles étaient toutes les 2 assez jeunes et attirantes. L'une d'elles, les 2 infirmières, étaient jeunes et avaient l'air sympathiques. L'une avait les cheveux blonds mi-longs, et l'autre était brune. Pendant qu'elles me lavaient, je ressentais quelque chose d'autre, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je ne pouvais pas bouger la tête, mais je pouvais voir un sourire se dessiner sur leur visage alors qu'elles me regardaient. La blonde me fixa. « Eh bien, je ne suis pas médecin, mais on dirait que quelque chose fonctionne ici, » dit-elle avec un sourire. Elles rigolèrent un peu mais continuèrent leur travail. Elles terminèrent ce qu'elles faisaient et quittèrent la pièce, mais pas avant de me donner quelques encouragements. J'ai fini par rester dans l'appareil pendant 4 jours. Chaque jour était à peu près le même. Des radiographies étaient prises chaque matin, et des infirmières venaient masser mes bras et mes jambes. Plus tard dans la journée, on me donnait un bain complet à l'éponge. J'ai réalisé qu'à mesure que les jours passaient, je pouvais ressentir davantage ce qui m'était fait. Le 4e jour, le docteur Victor entra dans ma chambre et m'examina attentivement. En s'asseyant à mes côtés, il sortit une épingle et me piqua rapidement dans la jambe. Je ressentis la piqûre et fis un bruit. Je ne pouvais rien dire car j'avais toujours un tube dans la gorge. Il me regarda. « Tu as senti ça ?» demanda-t-il. J'ai cligné des yeux une fois et essayé de hocher la tête, mais je ne pouvais pas la bouger car elle était toujours attachée. Il sourit. « Très bien. » Il me demanda d'essayer de bouger mes orteils. À ma grande surprise, j'ai pu le faire. Puis il m'a demandé de bouger mes doigts, ce que j'ai fait. « Exceptionnel !» s'exclama-t-il. Il examina mes radiographies de près et appela des infirmières. Je pense qu'il est temps de sortir Monsieur John de cet engin. Ils retirèrent le tube de ma gorge, enlevèrent mon cathéter, débranchèrent tous les tubes et me détachèrent de l'appareil. Ensuite, ils m'ont transféré sur un brancard et m'ont emmené dans ma chambre, où ils m'ont installé sur un lit. Il parla aux infirmières, puis s'assit à mes côtés. « Je ne peux pas vous dire à quel point je suis satisfait de vos résultats, dit-il. Nous allons devoir commencer votre thérapie physique maintenant, et nous commencerons par quelques exercices que vous pouvez faire dans votre lit. Je ne veux pas encore mettre trop de pression sur votre dos. » Il plaça une tasse avec une paille devant ma bouche. « Prenez. » Il but. Je l'ai fait, et c'était tellement agréable de sentir cela descendre dans ma gorge. « Essayez de dire quelque chose, » dit-il après que j'eus avalé. « Waouh, j'ai croassé. » Il a ri et a hoché la tête. « Ça ira, » dit-il. « Comment tu te sens ? » Comme un homme nouveau, ma voix toujours très faible. Je pouvais sentir mes yeux commencer à s'embuer. C'était la première fois que j'avais pu faire ou dire quelque chose depuis l'accident. Il prit un mouchoir et essuya mes yeux. « Je sais que c'est un moment très émotionnel pour toi, Ethan. Pour l'instant, je veux que tu prennes ça easy. Greg essaie de ne pas en faire trop. Ton dos doit encore guérir un peu, mais il semble que les implants fonctionnent très bien. Je crains que tu aies perdu un peu de masse musculaire depuis l'accident, donc nous allons te mettre en place un programme de régime et d'exercice pour t'aider à retrouver l'utilisation de tes muscles. Maintenant, je voudrais te présenter les membres du personnel qui vont s'occuper de toi. » Il a agité la main, et un groupe de jeunes femmes est entré dans la pièce. « Voici Émilie, ta diététicienne. Nina sera ta physiothérapeute, ajouta-t-il en désignant une blonde musclée aux cheveux courts qui hocha la tête une fois.
Rachel sera ton infirmière de jour, en désignant une petite femme aux cheveux courts foncés. Et voici Megan, ton infirmière de nuit, ajouta-t-il en montrant une femme rousse plus grande. Ses yeux étincelaient quand elle m'a souri. Enchanté de vous rencontrer, ai-je réussi à dire. Maintenant, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire, dit le docteur Victor. Nous vivons tous ici dans l'établissement, donc nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Il fit signe aux femmes de quitter la pièce un moment, puis se tourna vers moi. Ethan, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Il s'agit d'un sujet délicat, donc si tu te sens un peu mal à l'aise, fais-le-moi savoir. Je suis curieux, ai-je dit. J'ai remarqué une quantité importante de dommages rectaux lorsque nous avons commencé la procédure sur toi. J'ai également pris des échantillons de quelque chose que j'ai trouvé dans cette zone. Je ne suis pas là pour juger, mais je me demandais juste. Non, ai-je bégayé, plus qu'un peu embarrassé. Je vois, dit-il. Donc, tu as été victime d'abus. Des larmes ont commencé à couler sur ma joue. Oui, j'ai réussi à m'échapper. Il a essuyé mon visage avant de parler. Vous savez, j'ai l'obligation de signaler cela aux autorités. Dans cet état, c'est un crime grave que d'abuser d'une personne handicapée. C'est aussi considéré comme un crime de haine. J'ai pris des échantillons de ce que j'ai trouvé et le laboratoire est en train de faire des analyses, y compris des tests ADN. Savez-vous qui vous a fait cela? Oui, ai-je dit doucement. Votre femme était-elle impliquée? A-t-il demandé. Je ne sais pas. Elle n'était jamais là quand il le faisait. Je vois, a-t-il dit. Êtes-vous prêt à donner le nom de la personne qui vous a fait cela? J'ai hoché la tête. Oui, je lui ai dit. Bien. Une fois que nous aurons les analyses, je contacterai les autorités. En attendant, je vais vous mettre en relation avec un conseiller. Merci. De rien. Concentrons-nous maintenant sur votre rétablissement, d'accord? Ils ont installé un dispositif sur la tête de mon grand lit qui me permettait de soulever des poids en étant allongé, mais le docteur Victor ne voulait pas que je l'utilise pour l'instant. Pendant la première semaine, ils m'ont simplement fait faire des exercices pour les mains, et ils ont apporté une machine pour que je puisse faire des exercices pour les jambes. Nina s'est révélée être une excellente thérapeute en comptant le tempo. 1, 2, 3, 4. Elle comptait en allemand pendant que je poussais d'un pied, puis de l'autre. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que son accent était bien plus prononcé que celui du docteur Victor. Elle aurait fait une bonne instructrice militaire, ai-je pensé, alors qu'elle me poussait à aller plus vite. Goutte, a-t-elle déclaré. Nous allons vous donner des protéines et bientôt remettre vos muscles en forme. Toutes les demoiselles de la ville vont se battre pour vous, et probablement aussi une ménagère frustrée, a-t-elle ajouté avec un rire diabolique. Et cela nous ramène à aujourd'hui, regardant le conseiller qui écoutait patiemment mon histoire. Elle a posé son stylo et m'a regardé. Ethan, les prochaines semaines vont être très difficiles pour vous. Franchement, je ne sais pas ce qui sera le plus difficile, la récupération physique ou émotionnelle. Je suis heureuse que vous vous sentiez capable de me parler de cela, et j'espère que vous prendrez des mesures contre ceux qui vous ont maltraité et négligé. Ils ont enfreint la loi et doivent être poursuivis. Le texte traduit en français fluide serait le suivant. Traité. Je veux que vous sachiez que je suis là pour vous, et vous pouvez me parler à tout moment si vous en avez besoin, d'accord? D'accord. Merci. Avec cela, la séance s'est terminée, et on m'a ramené à ma chambre en fauteuil. Quelques jours plus tard, le docteur Victor est entré dans ma chambre, accompagné de 2 hommes en costume sombre. J'ai remarqué que Jacob était avec eux. Après avoir fait sortir les infirmières de ma chambre, le docteur s'est assis à côté de moi. Ethan, ces hommes sont là pour discuter de votre situation à la maison. J'ai pris la liberté d'appeler aussi votre avocat. J'espère que cela ne vous dérange pas. Pas du tout, ai-je dit. Jacob semblait choqué en m'entendant parler. Tu as l'air bien mieux, Ethan, dit-il en se tenant au-dessus de moi. J'ai souri et tendu la main pour lui serrer la main. Surpris, il a accepté et m'a serré la main. Merci. Je me sens beaucoup mieux. Je peux même manger tout seul maintenant. Il se porte plutôt bien, a dit le docteur Victor. Si tout va bien, il sera même plus fort qu'avant l'accident. C'est une bonne nouvelle, a dit Jacob. Ethan, voici l'agent Cole et l'agent Davis de la police d'État. Ils sont là pour recueillir votre témoignage.
Êtes-vous prêt à leur parler? Absolument. Les trois hommes ont pris des chaises, et l'agent Cole a sorti un enregistreur. Monsieur John, j'espère que cela ne vous dérange pas si nous enregistrons cet entretien, a-t-il demandé. Pas du tout, ai-je dit. Ils ont passé la prochaine heure à prendre des notes et à poser des questions pendant que je racontais les 4 mois précédents de maltraitance aux mains de la personne que je pensais être mon ami. C'était la 3e fois que je devais admettre ce qui m'avait été fait, et c'était tout aussi humiliant et douloureux. Et vous dites que ce monsieur Wallace est l'homme qui vous a agressé à plusieurs reprises? A demandé l'agent Cole. Oui, ai-je dit. J'ai l'échantillon que j'ai pris sur M. John, avec l'analyse, a dit le docteur Victor. Il y avait des dommages rectaux importants qui ont dû être soignés. Tout cela est dans mon rapport. Nous devrons prendre cela comme preuve, a dit l'agent Cole. Le docteur Victor a hoché la tête. Dites-moi, monsieur John, en me regardant, est-ce le même Greg Wallace qui travaille dans le cabinet d'avocats de MC Master et Williams? Oui, c'est ça, ai-je dit. Et votre femme travaille également dans cette entreprise? Oui, je lui ai répondu. Vous prétendez que les deux ont eu une liaison pendant ce temps? M'a-t-il demandé. C'est exact, je lui ai dit. Était-elle présente lors des agressions? L'agent Cole a demandé. J'ai secoué la tête. Elle était dans l'appartement mais jamais dans la même pièce, si je me souviens bien. En fait, elle semblait penser qu'il m'aidait d'une certaine façon. Je comprends, a dit l'agent. Néanmoins, nous devrons la convoquer en tant que complice. Même si elle n'était pas physiquement dans la même pièce, il est difficile de croire qu'elle ne savait rien de ce qui se passait. Ethan, en êtes-vous certain? A demandé Jacob, choqué. Je connais Greg personnellement et j'ai du mal à croire qu'il aurait pu faire une telle chose. Peut-être que vous ne le connaissez pas aussi bien que vous le pensez, ai-je demandé rhétoriquement. Vous avez le rapport du docteur Victor et vous avez l'échantillon. Je ne peux pas l'expliquer, a-t-il dit. Vous voulez demander le divorce? Absolument, a-t-il acquiescé. D'accord, je vais commencer les démarches. Je m'occuperai de vous avant le dépôt. Je veux aussi une ordonnance restrictive, lui ai-je dit. Je ne veux ni l'un ni l'autre près de moi, et je ne veux surtout pas les voir dans mon appartement. À partir de maintenant, nous considérons votre appartement comme une scène de crime potentiel, a déclaré l'agent Cole. Combien de temps monsieur John va-t-il rester ici? A-t-il demandé au docteur Victor. Difficile à dire, lui a répondu le médecin. Au moins 5 semaines de plus, peut-être plus. Cela dépendra de sa réponse au traitement et à la thérapie. Très bien, a dit Cole. Au moins il sera en sécurité pendant un certain temps. Il s'est tourné vers son collègue. Obtenez un mandat de perquisition pour l'appartement de John et des mandats d'arrêt pour Madame John et Monsieur Wallace. L'autre agent a acquiescé et est parti de la pièce. Cole s'est de nouveau tourné vers moi. Juste pour que vous le sachiez, Monsieur John, a dit Cole, nous allons inculper votre femme comme complice. S'il le faut, seriez-vous prêt à témoigner contre elle en cour? Oui, j'ai répondu. Il a dit doucement. À ce moment-là, Davis était revenu et a fait un signe de pouce en l'air. Les mandats seront prêts quand nous retournerons au bureau. Cole hocha la tête, rangea son équipement et l'échantillon qu'il avait obtenu du docteur Victor. Nous resterons en contact, monsieur John, dit-il. J'espère que tout s'arrangera pour vous. Merci, ai-je dit. Après leur départ, Jacob est venu vers moi. Ethan, ce sont des accusations graves que tu portes. Greg pourrait tout perdre, son travail, sa licence, peut-être même son mariage. En es-tu sûr à 100%? Je suis sûr à 100%, Jacob. Honnêtement, peu importe s'il perd tout. En fait, après ce qu'il a fait, il mérite de tout perdre. J'espère que tu es de mon côté là-dedans. Dis-le-moi maintenant si ce n'est pas le cas, et je trouverai un autre avocat. Je suis de ton côté, Ethan. C'est juste que, je ne sais pas, c'est difficile pour moi d'y croire. J'ai rencontré sa femme, j'ai mangé chez eux. Je n'ai jamais rien vu qui suggère qu'il ferait quelque chose d'aussi stupide. Eh bien, il l'a fait, ai-je dit. Puis-je l'attaquer en justice aussi? Je ne vois aucune raison pour que ce ne soit pas possible, a dit Jacob. Nous vivons dans l'un des rares États où les poursuites pour aliénation d'affection sont permises, alors je vais aussi me pencher là-dessus. Mais sache que cela ne va généralement pas très loin.
Je suis vraiment désolé pour ça, Ethan. Je ne savais pas. Ce n'est pas de ta faute. Je n'avais aucun moyen de prévenir qui que ce soit. Nous nous sommes dit au revoir, et il est parti. Je me sentais un peu mieux en sachant que quelque chose allait être fait. Les semaines suivantes sont passées rapidement. Nina m'a remis sur pied en un rien de temps. Au début, elle m'a fait marcher sur un tapis roulant, puis elle m'a fait travailler avec des poids. Émilie m'a mis au régime riche en protéines et en fibres, et j'ai commencé à remarquer que ma masse musculaire revenait à la normale. Pendant ce temps, les autorités montaient un dossier contre Greg et Laura. Jacob a décidé qu'il valait mieux attendre pour envoyer les papiers de divorce jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée. L'agent Cole et Davis sont revenus à plusieurs reprises avec des procureurs d'État cherchant à obtenir des informations plus détaillées de ma part sur les agressions. Ils m'ont informé que l'analyse a confirmé qu'il s'agissait de l'ADN de Greg que le docteur Victor avait en excès. Jacob m'a contacté pour mener une enquête. Il avait engagé un détective privé pour recueillir des preuves de leur adultère. Ce n'était pas difficile car les deux étaient assez flagrants dans leur liaison. Apparemment, la femme de Greg, Callie, était dans l'ignorance de leurs activités car elle travaillait la nuit, pendant qu'ils profitaient de leur aventure, et dormait en journée pendant qu'ils étaient au travail. Après avoir rassemblé les preuves et finalisé les documents, Jacob est venu me voir pour les passer en revue. Il prévoyait de demander le divorce pour adultère, négligence et cruauté. Il disposait de nombreuses photos, vidéos et enregistrements audio pour étayer son cas. Je n'avais vraiment pas envie d'entendre ou de voir ce qu'ils avaient fait, surtout après avoir déjà été témoin et entendu suffisamment de choses pour toute une vie. Il avait également des documents contre Greg et prévoyait de poursuivre en justice leur employeur, puisque Laura était techniquement sa subordonnée et avait clairement enfreint les règles de l'entreprise. De plus, il prévoyait de signaler Greg à l'ordre des avocats et avait préparé des documents l'accusant de diverses violations éthiques. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que Laura n'avait jamais appelé l'établissement pour prendre des nouvelles de mes avancées, et qu'elle n'était jamais sortie voir comment j'allais. Apparemment, elle et Greg étaient trop occupés à batifoler pour s'occuper de moi. Tant pis, me suis-je dit. Tout cela aussi passerait. Et c'est arrivé. À la fin des 2 mois, les autorités sont intervenues et les ont arrêtés au bureau. Le huissier de Jacob était également présent et a remis les documents à toutes les parties concernées. Mon avocat a même alerté les médias, qui ont filmé les 2 tricheurs embarqués dans les voitures de police. Choqué par les accusations et les preuves que nous avions contre Greg, le cabinet a agi rapidement et a conclu un accord avec Jacob pour la plupart de nos demandes. Ils les ont également licenciés et ont signalé Greg à l'ordre des avocats. Callie a appris l'arrestation ce jour-là quand Greg l'a appelé du centre de détention du comté, lui disant qu'il était en prison et qu'il aurait besoin de sa présence au tribunal pour la comparution afin qu'elle puisse payer sa caution. L'agent Cole et Davis sont venus chercher le docteur Victor, et tous les 3 m'ont emmené au palais de justice pour la comparution. Callie m'a repéré alors que j'étais amené pour l'audience et est venue vers moi en courant. « Comment va-t-il » a-t-elle demandé au docteur Victor. Je me suis tourné vers elle. « Mieux » ai-je dit, observant sa réaction. Cela faisait un an qu'elle ne m'avait pas entendu parler. « Tu n'as pas entendu ? Ton mari m'a maltraité à de nombreuses reprises pendant une période de 4 mois. En même temps, il couchait avec Laura. Tu ne savais pas ? Oh mon Dieu, a-t-elle dit. Je ne savais pas, Ethan. Crois-moi s'il te plaît. Je n'avais aucune idée que cela se passait. J'ai également entamé une procédure de divorce avec Laura, et je poursuis Greg pour aliénation d'affection. Si tu veux, je te donnerai le nom de mon avocat au cas où tu déciderais de divorcer. Bien sûr que je divorce de ce salaud, a-t-elle dit. Nous sommes entrés dans la salle d'audience et avons vu les shérifs amener Greg et Laura, tous 2 en combinaisons oranges, les mains et les pieds menottés et reliés à une chaîne autour de leur taille. Ils avaient l'air mal en point. Le procureur de l'État a demandé que les 2 soient maintenus en détention provisoire, estimant que Greg risquait de s'enfuir et qu'un ordre de restriction avait été émis contre Laura. Il a également informé le juge que je suivais un traitement médical et que j'avais entamé une procédure de divorce. Le procureur a exprimé des inquiétudes quant à une éventuelle tentative de représailles physiques de la part de Greg. Le juge a examiné les documents devant lui et a accepté, ordonnant à tous 2 d'être maintenus en détention provisoire jusqu'à l'audience, qu'il a fixée pour la semaine suivante. Alors qu'ils emmenaient Greg et Laura, elle m'a regardé assis à l'arrière de la salle d'audience. Ses yeux se sont écarquillés quand j'ai levé une main avec le doigt du milieu levé. Callie m'a rattrapé après qu'agent Cole et Davis m'aient sorti de la salle d'audience. Elle les a arrêtés et s'est agenouillée pour me parler. « Ethan,
Je ne peux pas te dire à quel point je suis désolé pour tout cela. Je ne savais vraiment pas. Ce n'est pas grave, Cali, lui ai-je dit. Combien de temps vas-tu être parti? A-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Je lui ai dit. Peut-être quelques semaines de plus. Ils ont vraiment fait un très bon travail. Je peux même marcher un peu maintenant. C'est génial. S'il te plaît, restons en contact et dis-moi comment ça va. Je le ferai, Cali. Nous devons vraiment y aller maintenant, madame, a dit l'agent Cole. Cali a acquiescé de la tête et s'est levée. Je comprends. Prends soin de toi, Ethan, a-t-elle ajouté. Merci, Cali, ai-je dit alors que l'agent Cole me conduisait jusqu'à la camionnette. Après notre retour à l'établissement, j'ai été emmené dans la salle de thérapie physique où Nina m'attendait. Il était temps que tu arrives, a-t-elle dit. Il est temps de commencer. Elle m'a fait faire des exercices intensifs et m'a même donné des séances supplémentaires pour compenser le retard. J'avais mal une fois qu'elle eut fini avec moi, mais je me sentais bien. Après le dîner, Megan est restée pour vérifier mes constantes vitales et faire ses devoirs. Une fois terminée, elle est venue près du lit, s'est assurée que j'étais à l'aise, s'est assise et m'a regardé quelques instants. Quelque chose semblait la préoccuper. « Est-ce que ça va? Tu as l'air d'avoir quelque chose en tête, ai-je dit. Je me demandais juste quelque chose, a-t-elle dit. Quoi? Me trouves-tu attirante? Elle a demandé. Absolument. Je pense que tu es une jolie fille et une infirmière formidable. Pourquoi? C'est juste que, eh bien, tu n'as pas tenté ta chance avec moi depuis tout le temps où tu es ici. Je me demandais si j'avais fait quelque chose qui te dérangeait ou si peut-être tu ne me trouvais pas attirante. Je lui ai souri avant de répondre. En fait, je suis très attiré par toi, ai-je dit. C'est juste que, premièrement, je suis toujours marié, et deuxièmement, j'apprends à me déplacer de nouveau. Enfin, je n'ai même pas pu parler pendant 1 an. D'ailleurs, que se passe-t-il avec tes autres patients? Tu es mon seul patient, a-t-elle dit doucement. Le docteur. Victor est très pointilleux sur qui il confie le quart de nuit. Je vois. Donc, le docteur. Victor n'est pas seulement un génie médical et un faiseur de miracles, mais aussi un entremetteur? Elle a ri à cela. Cela arrive parfois, a-t-elle dit. Eh bien, Megan, il se trouve que je suis très attiré par les rousses timides et belles. Je suis en train de divorcer, donc voilà. Elle sourit largement et ses yeux pétillaient. Est-ce que ça te dérangerait si je t'embrassais pour te souhaiter une bonne nuit, demanda-t-elle. Absolument. Elle se pencha vers moi et me donna un doux baiser. Après un moment, le doux baiser se transforma en quelque chose de plus sensuel, et bientôt nos langues se mêlaient dans nos bouches. Quand elle rompit le baiser, je ressentis quelque chose. Je suis là pour toi toute la nuit, chaque nuit. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelle-moi, d'accord? Je sais que tu n'es pas encore prêt pour faire l'amour, mais j'aimerais juste passer du temps avec toi, dit Megan doucement. Je le ferai, je te le promets, dis-je. Elle sourit et quitta silencieusement la pièce. Je réfléchis à ce qu'elle avait dit et m'endormis, des images d'Angerou dansant dans ma tête toute la nuit. Les jours suivants ont filé, avec Nina me faisant travailler de plus en plus dur. J'ai découvert que je pouvais marcher plusieurs miles sur le tapis roulant et que mes muscles s'étaient renforcés au point que je pouvais soulever plus de poids que jamais auparavant. Les radiographies quotidiennes ont montré que mes nouvelles vertèbres fonctionnaient encore mieux que le docteur Victor ne l'avait prédit, et les implants avaient réparé presque tous les nerfs endommagés. Megan me tenait compagnie la plupart des soirs, allongée sur le lit en regardant la télévision avec moi ou d'autres soirs simplement en discutant. Nous partagions souvent un bol de pop-corn tout en regardant un film et nous blottissions ensemble avec le bol sur nos genoux. Nous terminions toujours la soirée avec un baiser de bonne nuit. J'ai commencé à me sentir comme un lycéen en rendez-vous avec la fille la plus jolie de l'école. En plus de cela, je tombais amoureux de son cœur. Au moment où l'agent Colin Davis est venu me chercher pour la partie principale du procès de Laura et Greg, je n'avais plus besoin du fauteuil roulant, mais le docteur Victor insistait pour que je l'utilise quand même pour être sûr que je ne me blessais pas accidentellement. Il m'accompagna également, non seulement en tant que témoin des blessures que j'avais subies, mais aussi pour s'assurer que je rentrais entier. Je me suis assis dans mon fauteuil juste derrière le procureur, avec le docteur Victor à côté de moi. J'ai vu Lordan et Greg entrer dans la salle et s'asseoir à côté de leur avocat de la défense. Ils m'ont jeté un coup d'œil avant de chuchoter à leur avocat.
Cali était assise derrière lui, mais elle n'avait pas l'air très heureuse. Le jury, qui avait été sélectionné la veille, était assis, et bientôt le juge est entré. Avec le huissier donnant l'ordre à tout le monde de se lever, en m'appuyant sur la barre devant moi pour me soutenir, je me suis levé et j'ai remarqué l'expression choquée sur les visages de Greg et Laura. Lorsque le juge est entré, il a donné l'ordre de s'asseoir, et nous nous sommes tous assis. Le docteur Victor m'a demandé discrètement si j'allais bien, et j'ai hoché la tête affirmativement. Le juge a ouvert la séance en lisant la longue liste d'accusations et en notant que Greg et Laura avaient plaidé non coupables. Après que les deux parties ont prononcé leur déclaration liminaire, le juge s'est tourné vers l'avocat de la poursuite, qui m'a appelé comme premier témoin. Le docteur Victor marchait à côté de moi pour s'assurer que je ne tombais pas en chemin, puis est retourné à sa place après que je me sois assis sur la chaise des témoins. Greg et Laura se sont regardés, choqués. Ils l'étaient encore plus quand j'ai parlé après que l'huissier m'ait fait prêter serment de dire la vérité. Le procureur s'est levé et s'est approché de moi. Il a commencé par me féliciter pour ma progression, puis a posé des questions concernant mon accident et l'année environ que j'avais passée en tant que tétraplégique. J'ai compris ce qu'il faisait en posant ces questions, il informait le jury de ma condition physique avant mon traitement dans l'établissement du docteur Victor. La plupart des questions à ce stade portaient sur ma vie à la maison, comment Laura avait essayé de s'occuper de moi mais n'avait pas pu, et comment Cali avait réussi à obtenir des professionnels de santé à domicile pour s'occuper de moi pendant la journée. Et pendant tout ce temps, votre femme a-t-elle jamais essayé de répondre à vos besoins émotionnels ? A demandé le procureur. Non, monsieur, je lui ai dit. A-t-elle jamais essayé de vous faire plaisir d'une manière ou d'une autre ? Il a demandé. Non, elle ne l'a pas fait, ai-je dit. Si elle avait essayé, aurait-elle réussi ? A-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Non, je n'avais aucun sentiment. Du cou jusqu'en bas. Je vois, dit-il. Est-ce qu'elle t'a déjà embrassé, câliné ou passé du temps avec toi, peut-être en lisant un livre ou en regardant la télévision ? J'ai réfléchi intensément avant de répondre, mais honnêtement, je ne me souvenais pas qu'elle faisait beaucoup de choses comme ça. Parfois, elle me donnait un petit bisou sur la joue, mais c'était à peu près tout, ai-je dit. Est-ce qu'elle participait à ton soin ? Il a demandé. Est-ce qu'elle te nourrissait, t'aidait à te laver, peut-être t'assister aux toilettes ? Elle a essayé au début, mais elle n'en était tout simplement pas capable. Quand est-ce que M. Wallace est entré en scène ? Presque depuis le début, ai-je dit. Étiez-vous amis avant ton accident ? A demandé le procureur. Oui, nous l'étions. Ils habitaient à côté de chez nous, et nous avions passé du temps ensemble avant mon accident. Je vois. Donc tu n'as pas été surpris de le voir dans ton appartement alors ? Non, je pensais que nous étions amis. Il venait souvent chez nous, et nous partagions parfois une bière ou un dîner. Tu dis qu'il y avait eu des activités inappropriées entre lui et ta femme dans ton appartement, a dit le procureur. Quand est-ce que cela a commencé ? Je ne suis pas sûr exactement. Ils auraient pu le faire pendant que j'étais à l'hôpital, mais je ne suis pas certain. Je n'ai pas de preuve de cela. Il la laissait souvent pleurer sur son épaule quand ils étaient tous les deux là. Je suppose que c'était environ un mois après mon retour de l'hôpital que je les ai entendus pour la première fois. Les entendus ? A demandé le procureur. Oui, je les entendais s'embrasser et gémir comme s'ils s'embrassaient. Laura a essuyé ses yeux en me rappelant ce que j'ai entendu. Ensuite, je les ai entendus dans ce qui était notre lit. En train d'être intime. Que s'est-il passé ensuite ? A demandé le procureur. Il venait dans ma chambre et se moquait de moi pendant qu'elle se douchait. Un jour, il a apporté un moniteur et un boîtier et m'a dit que c'était pour que je puisse regarder un vrai homme avec ma femme. Ça a provoqué des hoquets chez Laura et les membres du jury. Votre honneur, a dit le procureur tandis que l'huissier faisait entrer un chariot avec un grand moniteur et un boîtier noir dans la salle d'audience. Voici le moniteur et le boîtier auquel M. John fait référence. Le boîtier est en fait un enregistreur vidéo numérique. Le système comprenait également les caméras vidéo, une installée dans la chambre principale de M. John et une autre dans la pièce où il séjournait. Nous avons copié plusieurs heures de vidéos enregistrées par l'appareil. Le procureur se tourna vers moi. Est-ce que vous témoignez que M. Wallace a utilisé cela pour que vous puissiez le regarder être intime avec votre épouse ? Demanda-t-il. Oui, dis-je calmement. Laura regarda Greg, choquée. Espèce de perdant, dit-elle. Le juge frappa son marteau. Ordre dans la salle, dit-il. Laura se calma,
et le procureur continua. Saviez-vous que M. Wallace avait placé une caméra dans votre chambre ainsi que dans la chambre principale? Me demanda-t-il. J'ai secoué la tête. C'était une nouvelle pour moi. Non, monsieur, je ne savais pas. Comment votre épouse a-t-elle réagi à ce moniteur? Demanda le procureur. Elle pensait que c'était merveilleux qu'il me l'ait acheté. Apparemment, elle pensait que c'était pour que je puisse regarder du sport à la télévision. Et c'est vers ce moment-là que les abus contre vous ont commencé? Demanda le procureur. Oui, c'était le cas, dis-je. Veuillez dire à la cour ce qui se passait généralement, dit le procureur. Après que Greg et ma femme avaient pris leur plaisir, ils venaient dans ma chambre et éteignaient le moniteur. Ensuite, ils me levaient et m'abusaient. Est-ce que vous témoignez qu'il vous a abusé? Demanda le procureur. Oui, répondis-je, embarrassé. Votre épouse était-elle présente lorsque cela se produisait? Demanda le procureur. Pas à ma connaissance. Il semblait toujours finir vers l'heure où elle avait fini sa douche. Ensuite, elle venait dans ma chambre et me disait combien c'était merveilleux d'avoir un ami comme Greg pour prendre soin de moi. À quelle fréquence cela se produisait-il? Environ 2 ou 3 fois par semaine, dis-je. Pendant combien de temps? Demanda le procureur. Environ 4 mois. J'ai entendu des membres du jury pousser des soupirs, et en regardant, j'en ai vu certains regarder Laura et Greg avec haine dans les yeux. Laura baissa les yeux vers la table tandis que Greg restait stoïque, regardant droit devant lui. Donc, vous estimez que cela s'est produit environ 35 fois au total? Demanda le procureur. À peu près, oui, dis-je. Saviez-vous que M. Wallace enregistrait son temps dans la pièce? Il m'a demandé. J'ai secoué la tête. Non, je n'étais pas. Le procureur a regardé le jury. En fait, mesdames et messieurs, M. Wallace s'est enregistré en train d'abuser de M. John 36 fois sur cet appareil, a-t-il dit. Il a marqué une pause pendant que le jury assimilait l'information. Avec des amis comme ça, qui a besoin d'ennemis? Le procureur a demandé de façon rhétorique. L'avocat de la défense a objecté, et le juge a fait droit à l'objection. C'est tout ce que j'ai pour ce témoin pour le moment, a-t-il dit, mais je me réserve le droit de rappeler M. John à la barre. Très bien, a dit le juge. Votre témoin, M. Bradley, a-t-il dit à l'avocat de la défense. Bradley est resté à sa table et m'a regardé avant de parler. Monsieur John, je suis désolé d'apprendre vos blessures, et j'espère sincèrement que vous irez mieux. Merci, ai-je dit. Juste une chose, a-t-il continué. Avez-vous jamais indiqué à M. Wallace que vous désapprouviez ses prétendues actions? Je n'ai pas pu. J'étais complètement handicapé à ce moment-là, et je ne pouvais même pas parler. Donc la réponse est non, alors, a-t-il dit. C'est parce que je ne pouvais pas, ai-je dit, commençant à m'irriter. Vous n'avez également rien dit à qui que ce soit sur ce qui s'est passé, pas même à votre femme. N'est-ce pas vrai? M'a-t-il demandé. Maintenant j'étais contrarié. C'est parce que j'étais complètement handicapé et je ne pouvais pas, me suis-je écrié en frappant du poing la lourde barre en bois devant moi. Pendant un moment, personne ne dit ou ne fit quoi que ce soit. Quand j'ai retiré ma main, j'ai vu que j'avais fissuré la rambarde. Je n'avais pas réalisé que j'avais frappé si fort. J'ai regardé le juge avant de parler. Je suis désolé, votre honneur. J'ai perdu mon calme. Ne le refaites pas. Il m'a mis en garde. J'ai hoché la tête. C'est tout ce que j'ai pour ce témoin, a dit Bradley. Le juge m'a indiqué que je pouvais quitter la barre des témoins, et le docteur Victor est venu me raccompagner à ma place. Le procureur a ensuite appelé le docteur Victor à la barre. Il a parlé à la cour de mes blessures et de l'étendue de mon handicap. Il a également expliqué qu'il avait constaté des dommages importants, pris des échantillons à des fins de preuve et de test, puis avait fait ce qu'il pouvait pour soigner les dommages. Il a également expliqué l'opération. The text is too long for a single translation request et il a fait mes progrès depuis l'intervention chirurgicale. Et, selon votre avis professionnel, la seule explication possible de ces dommages serait que M. John ait été maltraité. Est-ce bien cela? Demanda le procureur. Exact, répondit le docteur Victor. Cela expliquerait également la présence de preuves. Merci, dit le procureur. Il se tourna vers le jury. Mesdames et messieurs les jurés, cet échantillon a été analysé par l'État. Des tests supplémentaires et une analyse ADN prouvent avec une certitude de 99,99% qu'il appartient à l'accusé,
Greg Wallace. Il se tourna vers le juge. C'est tout ce que j'ai à demander à ce témoin, votre honneur. À vous de jouer, monsieur Bradley, dit le juge. Merci, docteur Victor, vous dirigez l'Institut de recherche médicale avancée Arrowhead. Est-ce exact? Oui, c'est exact, répondit-il. Vous menez des recherches très innovantes là-bas, n'est-ce pas? Demanda Bradley. Bien sûr, dit le docteur Victor, reprenant parfois son allemand natal. Bradley sortit une feuille de papier et commença sa lecture. Chacun de nous possède divers mécanismes de défense pour faire face à des situations extrêmes. Parfois, nous nous replions sur une version alternative de nous-mêmes. Ce que l'on pourrait décrire comme un alter ego, si vous voulez, cet alter ego peut se manifester de nombreuses manières. Une personne normalement calme et discrète pourrait soudain devenir bruyante, arrogante et autoritaire, par exemple. Ceux qui ne connaissent pas ce comportement de cette personne auraient soudain une opinion très différente de lui ou d'elle, lut-il avant de regarder à nouveau le docteur Victor. Vous parlez également d'une bête intérieure qui sommeille en chacun de nous. Selon vos écrits, vous prétendez avoir trouvé un moyen de libérer cette prétendue bête pour faire face à une situation particulière. Est-ce vrai? Demanda-t-il. J'ai écrit cela, et oui, mes recherches ont confirmé cela, répondit le docteur Victor. N'est-il pas vrai qu'il y a quelque temps, vous avez travaillé avec un certain beau-frère Dalton et l'avez aidé à trouver sa prétendue bête intérieure? Un simple oui ou non suffirait, dit Bradley. J'ai travaillé avec monsieur Dalton, oui, a dit le docteur Victor. Cependant, la nature exacte de mon travail est une question de confidentialité entre médecins et patients. N'est-il pas vrai que vers la fin de son traitement, la maison de monsieur Dalton a mystérieusement explosé? Demanda Bradley. Le procureur a immédiatement objecté. Impertinent, votre honneur. Votre honneur, dit Bradley, nous avons tous été témoins de la réaction de monsieur John. Si vous me le permettez, je pense qu'il y a un lien. Je vous le permets pour le moment, monsieur Bradley, dit le juge, mais j'apprécierais si vous pouviez exposer votre point et passer à autre chose. Je le ferai, votre honneur. Merci, dit Bradley. Il se tourna vers le docteur Victor. Êtes-vous au courant de ce qui est arrivé à la maison de monsieur Dalton? Demanda Bradley. Je me souviens avoir vu quelque chose à ce sujet aux informations, dit le docteur Victor. Je me souviens aussi que la police a dit que madame Dalton et son amant vivaient en fabriquant des drogues à partir de matériaux hautement volatiles. Je ne vois pas le lien avec cette affaire. Selon les rapports de police, madame Dalton a été vue en train de courir hors de la maison en criant à propos d'un monstre, dit Bradley. Apparemment, un résultat des drogues qu'elle et son amant fabriquaient, dit le docteur Victor. Votre honneur, c'est complètement inopportun par rapport à l'affaire devant le tribunal aujourd'hui, et monsieur Bradley le sait pertinemment. J'insiste pour que cette ligne de questionnement soit arrêtée, dit le procureur. Je suis plutôt d'accord. J'ai été plus que juste, monsieur Bradley. Veuillez passer à autre chose. Très bien, votre honneur. Je n'ai plus de questions pour ce témoin. Le juge a remercié le docteur Victor et l'affaire a continué. Le procureur a appelé les agents de l'État qui ont fouillé mon appartement. Ils ont tous deux dit avoir trouvé ce qui semblait être des preuves de maltraitance. Ensuite, il a appelé les infirmières de soins à domicile qui ont témoigné avoir remarqué ce qui semblait être des signes de maltraitance physique. Elles l'ont noté dans leur dossier, mais l'établissement de soins à domicile n'a jamais fait de suivi, et les rapports ont fini par tomber dans les oubliettes bureaucratiques. J'ai une dernière pièce à conviction, votre honneur, dit le procureur. Avec votre autorisation, j'aimerais lire une interview. Une partie de la vidéo montrait les abus contre monsieur John. Très bien, dit le juge. Le procureur regarda le jury. Mesdames et messieurs, ce que je m'apprête à vous montrer est choquant, dit-il. Je ne prends aucun plaisir à le faire, mais je crois qu'il est nécessaire que vous voyiez par vous-même ce que monsieur John a dû endurer pendant des mois. Il alluma l'écran et commença à diffuser la vidéo. Le jury grimaça en regardant. Greg pouvait clairement être vu en train de m'abuser. Le procureur mit la vidéo en pause et agrandit l'image. Mesdames et messieurs, qu'il ne subsiste aucun doute dans votre esprit sur l'auteur de cet acte odieux envers un homme qui le considérait autrefois comme un ami, dit-il. Après que le jury eut regardé l'image pendant quelques instants, des larmes commencèrent à couler sur mon visage dans la honte une fois de plus. Le procureur mit la vidéo en pause. Il regarda les membres choqués du jury. Je conclus ma plaidoirie, dit-il avec dégoût. Monsieur Bradley, vous pouvez présenter votre dossier,
dit le juge après que le procureur se fut rassis. Bradley se leva et appela Laura à la barre. « Madame John, dit-il, est-il vrai que vous ayez eu une liaison avec Monsieur Wallace ?»« Oui, c'est vrai, dit-elle à voix basse. »« Pouvez-vous nous dire pourquoi ?» demanda-t-il. « Mon mari Ethan était tellement blessé, et je me sentais perdue et désespérée, dit-elle. Il était là quand j'avais besoin d'une épaule pour pleurer. Oui, nous avons eu une relation, mais c'est tout ce que c'était, juste une liaison, rien de plus. » « Étiez-vous au courant de ce que Monsieur Wallace faisait à votre mari ?» demanda Bradley. « Non, je ne l'étais pas. »« Si vous aviez su, auriez-vous fait quelque chose pour l'arrêter ?» demanda Bradley. « Oui, je l'aurais fait. »« Merci, Madame John. C'est tout pour l'instant. »« À vous, Monsieur Foster, » dit-il en s'asseyant. Le procureur se leva et se dirigea vers l'écran. Il alla vers une image sur la vidéo qui montrait clairement à la fois mon visage et celui de Laura dans le même cadre. « Madame John, commença-t-il, vous avez déclaré sous serment que vous ne saviez pas que votre mari était maltraité. Est-ce exact ? » « Oui. »« Regardez son visage dans cette vidéo, » dit le procureur. La douleur et l'humiliation étaient évidentes pour quiconque regardait la vidéo. Attendiez-vous à cela ? Pensez-vous vraiment que vous pouviez regarder votre mari depuis 3 ans dans cet état et ne pas vous rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ? Je n'y ai pas pensé à l'époque, a-t-elle dit. Avant que Madame Wallace n'engage des aides-soignantes à domicile, avez-vous jamais nourri ou nettoyé votre mari une seule fois ? A demandé le procureur. J'ai essayé, mais je n'étais pas très doué pour ça, a-t-elle dit. Et après ? Avez-vous même essayé d'aider ? Non, a-t-elle dit doucement. Et pourquoi donc ? Demanda le procureur. Je ne sais pas. Je pensais que Greg l'aidait, et je ne savais pas vraiment quoi faire. La vérité est que vous l'avez en quelque sorte abandonné, n'est-ce pas ? La question du procureur a suscité une objection de la part de Bradley. Je retire la question, a rapidement dit Foster. Vous avez dit que votre relation avec Monsieur Wallace était purement physique, c'est bien ça ? C'est exact, a-t-elle dit. Et vous avez affirmé dans votre témoignage que vous aimez toujours votre mari, n'est-ce pas ? Oui, a-t-elle dit. En retournant à sa place, Foster sortit un enregistreur audio et un dossier de sa serviette. Il retourna vers le banc. Votre honneur, ceci est un rapport écrit réalisé par Samuel Jenkins, un enquêteur privé engagé par l'avocat de Monsieur John, dit-il, remettant le rapport au juge. Une copie de ce rapport et de l'enregistrement audio a été remise à Monsieur Bradley. Comme l'atteste l'affidavit joint, le rapport fait référence à un enregistrement audio d'une conversation entre les accusés pris lors d'un dîner peu de temps après l'admission de Monsieur John à Arrowhead. Avec votre permission, j'aimerais jouer cet enregistrement audio pour le jury. Très bien, a dit le juge. Foster appuya sur un bouton de l'enregistreur, et la salle d'audience put entendre une conversation entre Laura et Greg. Alors, as-tu réfléchi à ce dont nous avons parlé, dit la voix de Greg sur l'enregistrement. Oui, et j'avoue que ça m'intrigue, dit Laura. Eh bien, qu'en penses-tu ? Je dois avouer que ces derniers mois passés avec toi ont été formidables, dit-elle sur l'enregistrement. Beaucoup mieux que ma vie avec Ethan n'a jamais été. Es-tu sûr que nous pouvons réussir ça ? Au cours de la conversation, Greg a dit, je suis avocat, tu sais, je peux obtenir d'un juge ce que je veux. Faire d'Ethan un pupille de l'État serait un jeu d'enfant. Il ne peut pas prendre soin de lui-même, et il est évident que tu n'es pas formé pour en prendre soin. Honnêtement, je ne supporte pas cette idée, dit-elle. Je veux dire, le nourrir comme un bébé, essuyer sa bave, changer sa couche et laver son derrière. Burke. Rien que d'y penser, ça me répugne. J'ai besoin d'un homme, d'un vrai homme comme toi. Toi et moi savons que ce Victor ne pourra rien faire pour lui, a dit Greg. Tous les médecins ont dit qu'il resterait invalide pour le reste de sa vie. Une fois que nous l'aurons déclaré inapte, nous pourrons nous emparer de cette énorme somme d'argent et aller vivre comme des rois au Costa Rica. Ce ne serait pas mieux que de rester ici à nettoyer les excréments de ce petit Timmy ? Oui, ce serait mieux, a-t-elle dit. Et Cali, alors ? Et cette garce, a repris Greg. Écoute, ça ne va pas depuis longtemps entre nous. Elle veut des enfants, mais pas moi, et j'en ai franchement marre de ces reproches constants. Je veux juste m'assurer que tu ne vas pas me lâcher et me dire que tu l'aimes encore après qu'on ait lancé les choses. Ça n'arrivera pas. Je t'aime, toi et toi seul. Le procureur a arrêté l'audio et a regardé Laura.
J'avais l'impression que mon cœur venait de se déchirer à nouveau. Donc, toi et ton amant aviez prévu de faire déclarer ton mari inapte pour que tous les deux puissent récupérer son argent de règlement et partir au Costa Rica. Alors, disais-tu la vérité à ton amant, ou disais-tu la vérité ici, en cour? Lequel est-ce, Madame John? Dis-le-moi maintenant pour que je sache si je dois te poursuivre pour parjure. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle devait désormais affronter publiquement sa propre duplicité. Je ne sais pas, pleura-t-elle. Je l'aimais encore, mais j'aimais Greg aussi. Elle m'a regardé. Pardonne-moi, Ethan. J'ai secoué la tête et détourné le regard. Foster l'a regardé, dégoûté. J'en ai fini avec ce témoin. Il a dit en s'éloignant. Le juge l'excusa et Bradley appela Greg à la barre. Alors, Monsieur Wallace, commença Bradley après que Greg eut prêté serment. Nous avons vu une vidéo de vous et de Monsieur John. Il n'y a pas à nier ce que nous avons tous vu. J'ai juste une question. À un moment donné, Monsieur John vous a-t-il indiqué qu'il ne consentait pas à vos actes? Pas une seule fois, répondit Greg, un air méprisant sur le visage. Merci, dit Bradley en se retournant. À vous, dit-il à Foster, qui était déjà debout. Monsieur Wallace, commença Foster, vous avez obtenu votre diplôme de la Harvard Law School, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, affirma fièrement Greg. Et vous avez obtenu votre diplôme près du sommet de votre promotion, n'est-ce pas? C'est exact. En fait, vous êtes très respecté en tant que premier plaideur dans votre cabinet, ajouta Foster. Bradley s'opposa en disant d'objection, pertinence, votre honneur. Votre honneur, j'ai l'intention de démontrer que Monsieur Wallace ne connaît pas seulement la loi mais qu'il savait que Monsieur John ne pouvait pas avoir donné son consentement, répliqua Foster. Allez-y, Monsieur Foster, dit le juge. Merci, répondit-il en se retournant vers Greg. Vous saviez que Monsieur John était handicapé, n'est-ce pas? Greg soupira mais ne dit rien. Pas vrai? Cria Foster. Oui, je le savais, répondit Greg. Et vous saviez que la loi dans cet État stipule que les personnes avec les handicaps de Monsieur John sont incapables de donner leur consentement, n'est-ce pas? Demanda Foster. Oui, je suppose. Foster le regarda avec dégoût pendant quelques instants, puis secoua la tête. J'en ai fini avec ce témoin, dit-il en s'éloignant. D'autres témoins, Monsieur Bradley, demanda le juge. Bradley fit signe que non. Non, votre honneur, j'en resterai là. Très bien. Nous prendrons 15 minutes de pause et nous reprendrons pour les plaidoiries finales. Il frappa son marteau et tout le monde quitta la salle d'audience. Docteur Victor me tendit une tasse d'eau. Comment ça va? Me demanda-t-il alors que je buvais. Ça ira, lui répondis-je. Il me tapota l'épaule. Bien. Foster se tourna vers moi pour voir comment je me sentais. Je suis désolé que tu aies dû revivre tout ça, me dit-il. Je pense que nous avons impressionné le jury. On verra. Cela touche à sa fin, Ethan. Tiens bon. Merci, répondis-je. Bientôt, la pause prit fin et tout le monde retourna dans la salle d'audience. Greg, Laura et M. Bradley ne semblait pas aussi confiant qu'il l'était en début de journée. Kelly semblait enragée au point de cracher des clous. C'était la première fois qu'elle entendait beaucoup de tout ça. Le shérif fit lever tout le monde lorsque le juge revint. Bien, Monsieur Bradley, faites votre plaidoyer final. Bradley se leva et fit face au jury. Mesdames et messieurs du jury, ce n'est pas un cas facile pour aucun d'entre nous et contrairement à ce que vous pourriez croire, nous espérons tous que Monsieur John aille mieux. Nous avons stipulé que les sévices allégués se sont produits avec Monsieur John. Nous ne contestons pas ce point. Mais ce cas tourne autour du consentement, ou de l'absence de celui-ci. Monsieur John a admis sous serment qu'il n'a jamais indiqué à mon client qu'il n'avait pas donné son consentement. Madame John ne s'est doutée de rien d'anormal et elle n'a jamais su que les sévices allégués avaient eu lieu. Par conséquent, vous n'avez pas d'autre choix que de déclarer mes clients non coupables. Merci. Il se rassit et le juge fit signe à Foster de faire ses remarques finales. En chemin, il alluma l'écran et montra l'image de Greg en train de m'agresser. Mesdames et messieurs du jury, je vous remercie pour votre service aujourd'hui. Je sais que cela a été très éprouvant pour vous tous. La défense a tenté d'obscurcir le problème en prétendant que Monsieur John n'avait jamais indiqué qu'il ne consentait pas à ce qui lui était fait. Il y a un seul problème. Monsieur John était handicapé.
Il ne pouvait pas parler et il ne pouvait pas se défendre. Selon la loi de cet État, les personnes atteintes de handicap comme le sien sont incapables de donner ou de refuser leur consentement. Monsieur Bradley le sait. Et le défendeur Wallace aussi, qui, soit dit en passant, est un avocat bien formé à Harvard. Ils ont admis les actes commis à l'encontre de Monsieur John. Vous avez vu la vidéo. Vous avez entendu l'audio. Vous savez que les défendeurs avaient l'intention de déclarer frauduleusement M. John incompétent pour prendre ce qui lui appartient légitimement et fuir le pays. Le défendeur Wallace a pris la femme de Monsieur John, et il avait l'intention de prendre l'argent de Monsieur John, laissant sa propre femme en plan. Vous avez entendu le complot et le plan de l'accusé contre Monsieur John. La défense n'a pas apporté de doute sur ce qui s'est passé. 36 fois, l'accusé Wallace a abusé de Monsieur John. Dans chaque cas, Madame John n'a rien fait pour y mettre fin. Dans cet état, les abus et la négligence intentionnelle envers une personne handicapée sont classés comme un crime de haine. C'est pourquoi je demande la peine maximale prévue par la loi. L'État a fait son travail. Maintenant, je vous demande de faire le vôtre et de donner à Monsieur John la justice qu'il mérite. Merci. Après que Foster ait repris sa place, le juge a donné ses instructions au jury et les a renvoyés pour délibérer. Il a ensuite mis le reste de la cour en pause. Le docteur Victor et moi sommes allés dans le couloir où Jacob attendait. Je voulais juste vous informer que Laura a signé les papiers du divorce, a-t-il dit. Elle ne conteste rien. Je viens juste de les déposer. Le juge les validera dans 1 jour ou 2, et dans 6 mois, vous serez un homme libre. Libre ? Ai-je demandé sarcastiquement. Pourquoi je ne me sens pas libre alors ? Vous avez beaucoup souffert, jeune homme, a dit le docteur Victor. Faites-moi confiance, ça ira mieux. J'espère bien. Et je pense savoir exactement qui peut vous aider à vous sentir mieux, a dit le docteur en souriant malicieusement. Vous voulez dire Megan ? Ai-je demandé. Le docteur Victor a souri et a hoché la tête. Oui, a-t-il dit. Elle vous apprécie vraiment, vous savez. C'était à mon tour de sourire. Je l'apprécie aussi. Beaucoup. Bien, a dit le docteur Victor. Soyez juste prudent, cependant. Je ne veux pas que vous ayez de relations sexuelles pendant au moins 6 à 8 semaines de plus. Je ne veux pas vous voir mettre trop de pression sur votre dos juste maintenant, a-t-il ajouté avec un sourire. Au fait, ai-je ajouté, quel est le problème avec cette barre ? Comment ai-je réussi à la casser ? Je l'ai à peine tapée. Ce doit être les compléments que nous vous avons donnés, a-t-il ri. Ça est la thérapie physique de Nina. Rien à voir avec cette bête intérieure, ai-je dit. Il a ri. Pas du tout. C'est un tout autre projet. Ensuite, je ne recommanderais pas cela pour vous, surtout avec les vertèbres sur mesure que nous avons installées. Nous avons discuté un peu plus longtemps, et après environ 1 heure, Foster a mis sa tête dans le couloir. Le jury est déjà de retour, ai-je demandé. Il a hoché la tête. C'était rapide. Oui, en effet, a dit Foster. Espérons que ce soit une bonne nouvelle pour nous. Nous avons suivi les mouvements alors que tout le monde retournait dans la salle d'audience. Le huissier nous a tous demandé de nous lever lorsque le juge est entré, puis nous avons tous pris place sur son signal. Le jury a-t-il rendu sa décision ? A demandé le juge. Nous l'avons fait, a annoncé le président du jury. Le huissier a pris la feuille au président et l'a remise au juge. Après l'avoir lue, il a demandé à Laura et Greg de se lever. Bradley s'est levé avec eux. Sur les accusations portées contre l'accusé, Greg Wallace, quels sont vos verdicts ? A demandé le juge. Nous trouvons l'accusé Donald Wallace coupable de toutes les accusations, a déclaré le président du jury. Et sur les accusations portées contre l'accusé Laura John, quels sont vos verdicts ? Nous trouvons l'accusé Laura John non coupable de complicité d'abus envers une personne handicapée, votre honneur, et coupable de toutes les autres accusations, a déclaré le président du jury. Le juge a hoché la tête. Très bien, a-t-il dit, se tournant vers les accusés. Il a déversé sa colère sur eux. J'ai vu et entendu beaucoup de choses dans cette salle d'audience au beau-père des ans, mais je n'ai jamais rien vu ni entendu d'aussi scandaleux et odieux que ce que j'ai été témoin aujourd'hui. Vous me dégoûtez franchement tous les deux. Non seulement vous avez ridiculisé vos mariages, mais vous avez ridiculisé la profession juridique. C'est pourquoi je vous inflige les peines maximales prévues par la loi. Monsieur Wallace, en tant qu'avocat bien formé et officier de justice,
votre comportement me révolte au-delà des mots. À la demande du procureur, je vous condamne à pas moins de 450 ans de travaux forcés. Cela fait 12 ans pour chacun des 36 chefs d'accusation d'abus, auxquels s'ajoutent 20 ans pour avoir commis un crime de haine. J'ajoute également 8 ans pour complot en vue de commettre une fraude. Madame John, je ne suis pas d'accord avec le verdict de non-culpabilité du jury. Personnellement, je ne comprends pas comment une personne dotée de plus de 2 neurones pourrait ne pas savoir que des abus étaient commis contre votre mari. Néanmoins, je vais respecter le verdict. Cependant, je vous condamne à la peine maximale pour négligence criminelle et complot en vue de commettre une fraude, ce qui, selon les directives de l'État, totalise 15 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans, a-t-il déclaré. Il leva son maillet, mais Bradley s'adressa au juge. Votre honneur, dit-il, Madame John vient de m'informer que les papiers du divorce ont été déposés et qu'elle aimerait parler à Monsieur John avant d'être prise en garde à vue. Êtes-vous d'accord, Monsieur John, demanda le juge. Je peux lui accorder quelques minutes, votre honneur, dis-je. Il hocha la tête. Très bien. Il frappa son maillet et déclara la cour levée. Laura s'approcha de moi pendant que les adjoints se préparaient à emmener Greg. Tu as l'air bien, dit-elle. Merci, répondis-je. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour tout ça. Je n'avais vraiment aucune idée de ce qu'il te faisait subir. J'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour l'arrêter si j'avais su. Je pense que tu as convaincu le jury de cela, dis-je. Je suis d'accord avec le juge, cependant. J'ai du mal à croire que tu n'es pas une femme stupide. Quoi qu'il en soit, tu auras 15 ans pour y réfléchir. Y avait-il autre chose? Oui, elle répondit. Je voulais que tu saches que j'ai signé les papiers du divorce et que je ne vais pas me battre contre toi. C'est ce que j'ai entendu, lui dis-je. Ne veux-tu pas savoir pourquoi c'est arrivé? Demanda-t-elle. Je secouai la tête. Ça m'importe vraiment peu, lui dis-je. Je suis sûr que c'était tout pour la cupidité et la luxure. Tu m'as trompé, c'est clair et simple. Le pourquoi n'a vraiment plus d'importance. Penses-tu pouvoir me pardonner un jour? Demanda-t-elle. Pourquoi est-ce que tous ces losers qui trompent pensent qu'ils peuvent venir ramper et mendier le pardon? Demandai-je. Tu n'as vraiment jamais eu aucun égard pour moi quand j'avais le plus besoin de toi. Pour répondre à ta question, non, je n'ai pas l'intention de te pardonner un jour. Au lieu de ça, je vais faire de mon mieux pour oublier que tu existes. Y avait-il autre chose? Je sais que tu ne me croiras pas, mais je t'aime, dit-elle. Je voulais juste te le dire avant qu'il ne m'emmène en prison. Tu as raison, je ne te crois pas. Mais merci de l'avoir dit quand même. Je pense que tu ferais mieux de partir. Ces adjoints n'ont pas l'air très contents là-bas. D'accord. Au revoir, Ethan. Sur ces mots, elle s'éloigna, des larmes dans les yeux. À ce moment-là, je ressentais absolument rien pour elle. En me levant, Callie vint vers moi. Comment vas-tu, Ethan? Tu as l'air mieux que depuis longtemps. Merci. Je vais beaucoup mieux, grâce au docteur. Victor ici. Je voulais juste m'excuser pour ce que mon futur ex-mari loser t'a fait. Je te remercie, lui dis-je. As-tu réussi à contacter Jacob? Oui, je l'ai fait. Le père de Greg a insisté pour qu'on ait un contrat de mariage avant de nous marier, et il comporte une clause d'infidélité très stricte. Donc Jacob va bien s'amuser avec ça. Ça me fait plaisir de l'entendre, lui dis-je. Si je peux t'aider en quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Merci. Je pourrais avoir besoin d'emprunter quelques copies de ces vidéos de toi. Pas de problème, répondis-je. Tout ce dont tu as besoin. Je serai parti un peu plus longtemps, mais je suis sûr que Jacob pourra utiliser ce qu'il a déjà. Une dernière chose, dit-elle. J'ai toujours cette clé que vous m'avez donnée juste après l'accident. Je vais nettoyer ton appartement et enlever les affaires de Laura de là-bas si tu veux. Ce serait d'une grande aide, Callie. Merci. Pas de problème. Bonne chance, et je te reverrai bientôt, ajouta-t-elle en m'embrassant sur la joue. Nous l'avons regardé partir. Je n'en revenais pas à quel point Greg était stupide de tromper une aussi bonne femme. As-tu fini de flirter avec toutes les femmes? Demanda le docteur. Victor. J'aimerais reprendre mon travail si cela ne te dérange pas. Ça me va, lui dis-je. Mais comment allons-nous rentrer? Pas de problème. On s'occupera de ça pour toi,
dit l'agent Cole derrière nous. Après tout, c'est nous qui t'avons amené ici sur l'insistance du docteur. Victor. Je me suis installé dans le fauteuil roulant, et il m'a conduit à la voiture où nous sommes tous montés. En fait, j'étais un peu soulagé d'avoir la chaise roulante. J'avais beaucoup bougé toute la journée et je me sentais un peu fatigué et courbaturé. Nous sommes rentrés à l'établissement et le docteur Victor m'a poussé dans ma chambre où Megan m'attendait. Après le dîner, elle m'a aidé à me préparer pour le lit, puis elle est allée dans la salle de bain où elle a enfilé son pyjama, qui était en réalité juste un long t-shirt. « Comment te sens-tu » m'a-t-elle demandé en se glissant à côté de moi. Épuisé. Cela a été une longue journée, ai-je dit. Elle m'a embrassé et posé sa tête sur mon épaule. Oui, en effet, a-t-elle dit. Je sais que ça a été dur, mais il le fallait. Maintenant tu peux commencer à mettre tout ça derrière toi et je serai là pour t'aider de toutes les manières possibles. J'ai regardé son visage un moment avant de parler. Je t'aime, Megan, ai-je dit sans réfléchir. Elle a souri doucement et m'a embrassé sur les lèvres. Et moi je t'aime, Ethan, a-t-elle dit. Elle a posé sa tête sur mon épaule et passé un bras sur ma poitrine. Je me sentais plus heureux que je ne l'avais été depuis longtemps. Bientôt, nous étions tous les deux endormis. Ils m'ont épuisé au cours des 5 semaines suivantes. L'instructeur de Nina est sorti, me poussant à aller toujours plus loin et plus vite à chaque séance. En plus de cela, je rendais visite 2 fois par semaine au conseiller pour m'aider à surmonter le trauma que j'avais subi au cours de l'année précédente. Chaque jour, il prenait des radiographies pour vérifier l'état de ma colonne vertébrale. Megan passait chaque nuit dans mon lit et nous avons appris à nous connaître très bien. Enfin, le docteur Victor a annoncé que je m'étais bien remis et que je pouvais rentrer chez moi. À ce moment-là, mon corps était en meilleure forme que jamais, mais il m'a conseillé de m'abstenir d'activité physique vigoureuse pendant encore 3 semaines. Il m'a également programmé des visites bimensuelles pour le contrôle de mon dos pendant l'année à venir. J'avais hâte de rentrer chez moi mais je savais aussi que Megan allait me manquer. Le jour où j'étais censé partir, j'ai écrit une note lui faisant part de mes sentiments pour elle. Je l'ai également invitée à venir me rendre visite à n'importe quel moment. J'ai terminé la note alors que le docteur Victor s'est. Il entra dans ma chambre avec un fauteuil roulant. Je le regardais, perplexe. Après tout, à ce stade, je pouvais marcher par moi-même. Il haussa les épaules. Les règlements, dit-il. Je comprends. Alors que je m'asseyais dans le fauteuil roulant, j'espérais ne plus jamais avoir à m'asseoir dans un de ces engins. Il me poussa vers la zone de prise en charge à l'extérieur et je regardais autour en attendant que la camionnette Arrowhead arrive. Au lieu de cela, je vis une Toyota RAV4 bleu foncé arriver. La portière du côté conducteur s'ouvrit et je la vis, Megan, mon ange roux de miséricorde. Elle fit le tour et ouvrit la portière passager pour moi. Surpris, je regardais le docteur Victor. Megan a une nouvelle affectation, dit-il avec un sourire. Elle sera votre aide-soignante à plein temps. À moins que vous n'y voyiez une objection. Absolument pas, dis-je en souriant. Je serrai la main du docteur Victor. Merci, docteur Victor, pour tout. De rien, dit-il avec un sourire. On se reverra dans quelques semaines. Il regarda Megan. Prends soin de notre garçon, d'accord, je m'en chargerai, dit-elle avec un sourire. Après m'avoir aidé à entrer, elle monta dans la voiture. Je remarquai que plusieurs sacs avaient été chargés à l'arrière. « Combien de temps vas-tu être affecté à moi ?» demandai-je. « Cela dépendra de la durée dont tu as besoin de moi. »« Combien de temps penses-tu que cela pourrait être ?»« Estimation prudente, je dirais au moins 60 ans, répondis-je. « Est-ce que cela te convient ?»« Absolument, dis-je. » Elle m'embrassa sur les lèvres, puis repartit à la maison. Une fois rentré chez nous, je notai la date sur le calendrier à laquelle le docteur Victor m'avait dit que je pouvais reprendre mes activités normales. En fin de compte, cela s'avéra être le lendemain de la finalisation de mon divorce avec Laura. Environ 2 ans après son divorce, Kelly tomba amoureuse d'un médecin et se maria. Je ne rendis jamais visite à Laura en prison, mais je sus qu'elle suivait une thérapie. Après 15 ans, elle fut libérée sous condition et décrocha un emploi de serveuse dans un dîner au bord de l'autoroute. Megan et moi nous sommes mariés environ 6 mois après que mon divorce ait été finalisé. C'était une bonne chose, car elle m'informa quelques semaines après notre retour lorsque nous sommes rentrés de notre lune de miel, nous avons appris que nous allions devenir parents. Nous avons eu 2 autres enfants par la suite et avons décidé que cela suffirait pour le moment.
Notre amour n'a jamais faibli et lorsque notre plus jeune enfant est parti à l'université, nous avons célébré cela avec une croisière autour du monde. Même après toutes ces années, elle est toujours mon magnifique ange roux de la miséricorde. Mes vertèbres se sont renforcées et il semblait que ma santé était meilleure que jamais. Les implants ont également fait leur travail et tous les dommages nerveux que j'avais subis lors de l'accident avaient été inversés. Le docteur Victor a réussi l'opération plusieurs fois au cours des 10 années suivantes et la procédure attend désormais une approbation finale. En regardant en arrière sur ma vie maintenant, je ne peux m'empêcher de penser à cette citation de John Milton selon laquelle chaque nuage a un avantage. Oui, j'ai enduré un enfer pendant 1 an après que ce camion m'ait renversé. C'était mon nuage sombre. Mais ce que j'ai maintenant ferait rougir n'importe quel avantage.